Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode de Godcast, le podcast qui publie ce que Dieu fait. La Bible nous dit dans Ésaïe 43 au verset 21, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et pour cet épisode, nous avons l'honneur, le privilège d'avoir un invité spécial, particulier ici à Trois-Rivières. Et je vais laisser l'invité se présenter d'elle-même. Bonjour. Bonjour Dreyfus, bonjour à tout le monde. Bonjour à chacun d'entre vous. Donc oui, j'ai le plaisir de participer à ce Godcast. Donc je suis Peggy Nandon, je suis pasteur Impact Saint Chrétien, responsable de la supervision de plusieurs églises dans la France Nord-Ouest, au Gabon et récemment en Nouvelle-Calédonie. Je suis épouse, mère et aujourd'hui je me lance en politique et aussi auteur de quelques ouvrages depuis quelque temps. Amen. Rien que ça déjà. Gloire à Dieu. Waouh. Quel pédigré. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et pasteur, qu'est-ce que vous amène au Canada? Alors, je suis venue au Canada pour deux raisons, Ok. mais principalement pour une raison politique, parce que je me présente cette année en tant que députée pour le poste, pour le siège de la diaspora. Second siège, c'est le second siège Europe, Amérique, Asie, Océanie. Donc, j'ai commencé une tournée dans toute la France et l'Europe depuis quelques mois déjà. Et là, c'était le tour du Canada, du moins de l'Amérique. Et j'ai commencé par le Canada. Donc, je suis venue pour ça. Et aussi, comme je suis pasteur d'Impact Centre Chrétien et que nous avons beaucoup d'églises ici au Canada, c'était aussi l'opportunité pour moi de visiter certaines églises et puis de partager quelques expériences. Ok. Mm. Alors, vous avez dit que vous êtes pasteur, Oui. écrivaine, formatrice, coach, entrepreneur même, je pense. Et On se lance un petit peu dans quelques affaires, oui. ok. Mm. Mais d'où vient le désir de vous engager encore en politique? Est-ce que toutes les autres casquettes que vous avez ne vous suffisaient pas? Tu me poses exactement la question que ma mère m'a posée. Tu ne trouves pas que tu en fais déjà assez? Je pense il y a ce qu'on appelle l'appel. Et je crois que c'est un appel. Je pense qu'aujourd'hui, la politique est pour moi un prolongement naturel de ce que j'ai toujours fait, notamment dans ma famille, m'occuper de mes frères et sœurs, que ce soit à l'université, j'étais toujours investie dans les coopératives. Enfin, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours été dans tous les milieux où il fallait absolument soit s'investir, soit se positionner, soit se parler pour les autres. Et récemment, justement, enfin non, en 2016, on a eu une situation politique assez compliquée qui a mené la diaspora à se lever. Et j'en faisais partie justement pour dire non, non à un système à un système inique qui continuait à vraiment à oppresser le peuple. Et c'est vrai que c'était lorsqu'on a eu cette opportunité d'avoir deux députés de la diaspora, c'était une suite logique pour moi de se dire, en tant que berger, je prends soin des personnes, en tant qu'aîné de ma famille, je continue à prendre soin des gens, dans la société, au niveau des associations, c'est mon travail. Il était parfaitement normal pour moi de me dire, je ne peux pas passer à côté de cette, de cette, je dirais pas opportunité, mais cette, oui, opportunité de pouvoir montrer que la diaspora gabonaise est aussi une diaspora qui doit compter, être un porte-parole de cette diaspora-là. Donc Amen. non, je ne trouve pas que ce soit assez. Pour moi, c'était logique Ok. de le faire. Et justement, pasteur, c'est quoi, selon vous, le but de Dieu pour votre vie? Parce que vous avez parlé de votre appel, Mhm. vous avez parlé justement de battement de cœur que vous avez depuis dans le milieu associatif, même dans la prise en charge des âmes. Mhm. Mais selon vous, ce serait quoi le but vraiment, pour lequel Dieu vous a suscité, pasteur? S'il y a une chose qui me caractérise, c'est le fait de, f- de voir des personnes ex- explorer déjà tout ce que Dieu a mis en elles et de les mettre à profit pour les autres. Mon rêve a toujours été de voir des vies transformées. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas étonnant que je sois un paxan chrétien. Je pense que c'est Dieu qui a conduit les choses ainsi. Je reste persuadée que Dieu nous a fait d'une façon particulière par rapport au dessein qu'il a pour nous, par rapport au projet qu'il a pour nous. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette sensibilité à toujours faire en sorte que les personnes découvrent qui elles sont. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre qui est là sur cette table-là, comprendre qui on est, comprendre de quoi on est capable et, et le mettre à profit pour les autres.
C'est ce qui me caractérise et c'est ce pourquoi je me bats, que ce soit dans mes prédications, donc même dans la politique. C'est ce à quoi j'aspire, emmener les personnes à manifester tout ce que Dieu a mis au-dedans d'elles pour qu'une multitude puisse en bénéficier. Parce que je crois que c'est le rôle de chaque être humain, être une source de bénédiction pour les autres. Et je me positionne ainsi, que ce soit à l'église, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans la politique. C'est comme ça que je vois Mhm. la vie et c'est comme ça que je vois les hommes. Amen. Donc, justement, pasteur, projetons-nous un peu sur les choses que vous avez à cœur d'accomplir Mhm, dans 10 ans. Si on doit se projeter dans 10 ans, mhm. comment vous voyez pasteur Peggy dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois toujours comme cette femme d'action que j'ai jamais cessé d'être et que je continuerai à être tant que Dieu me donnera la santé, me donnera la vie. Mais je me vois aussi justement comme ce canal que Dieu va continuer à utiliser pour que des personnes osent enfin prendre leur place dans la société, pour que des personnes osent enfin découvrir qui elles sont et manifester tout ce que Dieu a mis au-dedans d'elles pour le bénéfice de la société dans laquelle Dieu les positionne. Je me vois dans 10 ans avoir écrit encore plusieurs livres qui vont amener les gens à comprendre qui elles sont, à comprendre ce que Dieu attend à comprendre, comment elles peuvent être utiles. Je me vois peut-être aussi, et j'avoue que depuis que je me suis lancée dans la politique, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Je me vois en train d'emmener le corps de Christ à comprendre l'importance de s'investir en politique, au travers d'émissions peut-être comme celle-ci, au travers peut-être même, je suis en train de me dire, pourquoi ne pas ouvrir carrément peut-être un centre de formation qui Wow. emmènerait les gens à ouvrir les yeux pour comprendre à quel point la politique est essentielle dans la vie de chacun et qu'en réalité, c'est la politique qui régente, qui régule notre vivre ensemble. Donc oui, je me vois en train de faire cela dans 10 ans. Wow. Ça donne envie d'y être en tout cas. Oui, je crois vraiment que non, je me vois vraiment en train de faire ce genre de choses. Il Wow. faut que l'Église, il faut que le corps de Christ comprenne que on n'a pas, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, et nous devons être influents dans ces domaines. Oui, donc je me vois dans ça. Je me vois Wow. dans ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, parlons de la politique justement, pasteur, parce que bon, dans les milieux chrétiens ou dans l'Église en général, ce n'est pas quelque chose qui est souvent abordé, qui est souvent mis en avant. Souvent même, je dirais, c'est quelque chose qui est souvent ostracisé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le domaine de la politique, l'Église doit vraiment tout faire pour ne pas s'y impliquer. Mhm. Mais vous, avec votre démarche, avec votre implication, votre engagement que vous nous présentez aujourd'hui, ça semble un peu aller à contre-courant de ce qu'on a l'habitude de voir. Mhm. Et parce que j'avais quelques questions que plusieurs jeunes qui ont à cœur de s'engager en politique m'ont souvent posées à l'église. Et puis, il y a souvent, on leur dit, toute autorité est établie par Dieu. Mhm. Donc, ça veut dire que les chefs d'État, les gouverneurs, les présidents sont établis par Dieu. Mhm. Et puis, souvent, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que ces personnes que Dieu établit, et souvent pour des longs mandats et des très longs mandats pour certains, pourquoi ces personnes qui souvent ne sont pas une source de bénédiction pour le peuple, qui ne sont pas souvent des modèles pour le peuple, qui ne sont pas souvent des personnes que le peuple voit comme des libérateurs, des aides. Pourquoi Dieu permet qu'ils soient là aussi longtemps? Quoi? Je pose la même question à Dieu. Non, mais cette question, elle est légitime. Et moi, je continue à la poser. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'étais en train de dire, mais Seigneur, à qui donnes-tu le pouvoir? Mais en réalité, si on suit par exemple l'exemple de Saül, euh, Saül n'avait pas commencé comme cela, comme il a terminé. Vous savez, je crois vraiment que euh, Dieu, il y a ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Il y a des choses de Dieu qu'on ne pourra pas expliquer. Du moins, moi, j'ai pas la prétention de comprendre tout. Vraiment, je ne pourrais pas le dire. Mais ce que je sais, c'est que lorsqu'un cœur n'est pas préparé à un certain niveau de responsabilité, à un certain niveau d'autorité, oui, on dévie. Et on dévie facilement. Et c'est peut-être pour cela qu'on a ces personnes-là. Pour quelqu'un pourrait me dire, oui, mais est-ce que Dieu ne le savait pas? Est-ce que Dieu ne savait pas que cette personne allait dévier? Pourquoi est-ce qu'il la garde là? Cette question reste ouverte. Et je n'ai pas la prétention de pouvoir y répondre. Parce que j'avoue honnêtement que moi-même, c'est une chose sur laquelle je me questionne. Mais ce que j'ai compris dans mon petit parcours, c'est que quelle que soit la raison pour laquelle Dieu positionne les gens, c'est une question de cœur, après, par la suite. C'est un type de cœur qui arrive à faire en sorte que l'on devienne vraiment une référence, on devienne vraiment un exemple qui démontre réellement qui est Dieu, qui démontre Dieu dans ce que nous, dans ces cercles de pouvoir.
La politique, comme j'ai dit, c'est ce qui régente nos pays. C'est ce qui régente nos vies. Et c'est Dieu qui les établit. Mais dire aujourd'hui, Seigneur, pourquoi est-ce que celui reste et celui-là, comment il est mauvais? Honnêtement, je ne pourrais pas aller plus loin dans cette question-là parce que j'avoue que c'est moi-même une question où je me dis, bon, Seigneur, il n'y a que toi qui pourras me dire ça un jour. Il n'y a que toi qui pourras me dire ça un jour. Et ils ont raison de poser la question, mais c'est pas parce qu'on pose cette question, c'est pas parce que j'aimerais quand même chuter là par rapport à cette question. Ce n'est pas parce que ceux qui sont aujourd'hui sont mauvais que nous devons nous dire, c'est pas la peine, c'est pas pour nous. Au contraire, parce que c'est dans les ténèbres que la lumière doit briller. Je me dis, je pars du principe que lorsque quelque chose ne te convient pas, positionne-toi comme étant une solution de rechange, ou du moins une meilleure solution, Amen. une réponse, là où ils ne peuvent pas répondre. Et c'est mon Amen. positionnement, justement. Amen. Mm. Mais justement, il y a quelque chose de curieux, pasteur. C'est que souvent dans ces pays où on voit peut-être des pasteurs, pas des pasteurs, mais des présidents ou des dirigeants qui sont peut-être souvent des dictateurs, des autocrates et tout, ce sont des pays où on prie beaucoup. Mhm. On fait des veilles de prière pour prier pour la nation. Et souvent dans ces mêmes pays, il y a des hommes de Dieu éminents dont l'onction, le caractère, le fruit est reconnu de tous. Et Mhm. puis on se demande, mais pourquoi est-ce que dans ces pays-là, il y a beaucoup de croyants, du moins beaucoup d'églises? Et souvent dans d'autres pays où il y a moins d'églises, les dirigeants semblent plus se soucier de la population, mais des pays où il y a, en Afrique par exemple, où il y a beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui se réclament de Dieu et qui expriment leur foi, on se rend compte que souvent, c'est dans ces mêmes pays-là où le pouvoir est encore plus coercitif, c'est encore plus méprisant pour le peuple. Mhm. Comment on peut expliquer ça, pasteur? La prière ne suffit pas? Dans un monde, la Bible dit que le monde est sous la puissance de l'ennemi. Nous sommes dans un combat de puissance contre puissance. Et dans un monde où les ténèbres ont de l'emprise, parce qu'il faut le dire, hein, parce qu'il faut vraiment dire les choses, ce n'est pas quelques petites lumières qui viendront faire la différence. Le rôle de l'Église, c'est de faire en sorte, je pense que pour vaincre ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, ce que tu es en train de décrire, il Mhm. faut que ce soit une grande, euh, un grand nombre, je dirais, de disciples, pas de croyants, qui se lèvent réellement pour manifester qui? Pour manifester Christ qui est en eux. Tant qu'il y aura, je n'ai pas la prétention de dire, on sera, tant qu'il y aura une petite poignée de lumière qui se lève et qui marche conformément à ce que Dieu attend, qu'on ne s'étonne pas de ce que nous sommes en train de vivre. C'est pour cela qu'on enseigne dans les églises. La question est, ce qui est enseigné dans les églises, est-ce que c'est ce qui est pratiqué? À un moment donné, on doit se remettre en question. Il ne s'agit pas juste de prier, il s'agit d'abord de pratiquer la parole. La Amen. Bible dit que la foi sans les œuvres est vaine. Et Amen. tant que ce qu'on enseigne à l'église n'est pas pratiqué dans les entreprises, dans les institutions, ça sert à quoi d'avoir des églises remplies de personnes qui disent Alléluia, Amen, et qui, une fois rentrées chez eux, démontrent un caractère tellement pourri que même le païen pourrait être choisi par rapport à eux. Donc, vous comprenez que c'est pas tant une église, une affaire de... Il y a beaucoup d'églises qui prient. Il Mhm. y a prière et prière. Amen. Et la réalité, c'est que tout le monde prie. Il n'y a pas que les églises qui prient, les musulmans prient, les bouddhistes prient, tout le monde prie. Donc, vous comprenez bien que c'est pas dans la prière que ça se joue, c'est dans Mhm. la qualité des cœurs des hommes qui prient. Amen. C'est la qualité de cœur des hommes qui prient qui feront la différence dans les territoires où Dieu nous positionne. Et c'est en cela qu'on doit être enseigné. C'est en cela qu'on doit être enseigné à être de véritables lumières qui reflètent vraiment le cœur, le caractère de Christ. C'est ça qui va faire la différence dans notre génération. Et en Amen. cela, je pense que Impact Centre Chrétien se positionne vraiment comme une église, du moins nos pasteurs, je ne dirais pas Mhm. Impact Centre Chrétien, mais nos pasteurs, les apôtres Ivan et Yves, à se positionner vraiment comme des personnes qui montrent ce chemin-là. Parce qu'il faut faire la différence. Il est temps que l'Église, quand je dis l'Église, c'est pas l'Église des quatre murs. Ce sont des personnes qui se lèvent pour être de véritables disciples de Christ et qui montrent qu'on peut faire les choses autrement, quel que soit le domaine, la sphère d'influence. Je pense que c'est comme ça que on verra ces choses se réguler et pas Amen. autrement. Amen. Merci, pasteur, vraiment pour cette explication. Et je vais prendre deux cas justement de personnes qui ont brillé dans la sphère de la gouvernance ou de la politique. Mhm, Deux cas bibliques. Joseph, mhm, qui a servi Pharaon. mhm, On a Daniel, qui a servi Nebuchadnezzar. mhm, Ils ont par leur lumière, selon ce que les Écritures nous rapportent, ils ont réussi à transformer la nation, à impacter la nation dans laquelle ils étaient. Et ils ont même réussi à faire en sorte que le roi, qui était païen, reconnaisse leur Dieu comme étant le véritable oui, Dieu. Donc, lorsqu'on regarde le cas de Joseph, on regarde le cas de Daniel, on est tenté de dire qu'en fait,
ce n'est pas nécessaire de conquérir le pouvoir pour pouvoir véritablement apporter la lumière, le règne de Dieu, l'impact que Dieu veut. Mhm. Alors, un chrétien peut se dire, donc je n'ai pas besoin de concourir au suffrage universel, je n'ai pas besoin de concourir pour une élection, je n'ai pas besoin de concourir pour telle ou telle, Mhm. voilà, élection ou quoi que ce soit. Alors, est-ce que la conquête du pouvoir est vraiment nécessaire, pasteur? Tout dépend de ce qu'on entend par conquête du pouvoir. OK. Tu as pris de très bons exemples. Daniel et Joseph, justement, je parlais tout à l'heure du cœur. Quel était leur caractère? C'était des hommes intègres, des hommes passionnés de Dieu, des hommes qui avaient juste à cœur de révéler Dieu. Lorsque Joseph a été accusé, a été attaqué, je dirais agressé par la femme de Potiphar pour qu'il puisse coucher avec elle, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne commettrai pas un tel péché envers Dieu. Donc vous comprenez que c'est d'abord une question de cœur. Tout le monde ne pourra pas être président de la République. Tout le monde ne pourra pas être Premier ministre. C'est pas tant conquérir des postes. L'influence, c'est pas une question de poste, c'est une question de caractère. Amen. C'est ça qu'on attend des enfants de Dieu. Vous avez déjà pris de très bons exemples. C'est pas parce que je suis président que je suis plus influent. Non. L'important, c'est que lorsque on a un caractère qui est je dirais, un caractère qui est éprouvé, oui. Lorsqu'on est en face des hommes de pouvoir, on peut être très influent. Je n'ai pas besoin d'avoir une position de pouvoir pour être influent. Par contre, j'ai besoin d'avoir un certain caractère, une certaine probité, un certain niveau d'excellence, une certaine créativité. Et c'était le rôle de ces jeunes personnes que vous avez citées là. C'était des personnes qui excellaient par les dons que Dieu leur avait donnés. Parce que la Bible dit que le don d'un homme le fait asseoir auprès des grands. Et Amen. lorsque le don d'un homme est exploité et que ces grands-là ils trouvent leur intérêt, on devient influent autour d'eux. Donc oui, le pouvoir, c'est pas le positionnement, le pouvoir, c'est l'influence. Il faut Amen. toujours chercher à influencer, à faire en sorte que les valeurs de Christ soient des valeurs qui soient respectées. Et c'est exactement ce que Daniel et Joseph ont réussi à faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en exergue les dons que Dieu leur avait donnés et qu'ils ont eu un cœur pour aimer, un cœur pour partager, un cœur pour pardonner, un cœur pour influencer. Parce que c'est ça que le monde cherche. Amen. Le monde cherche ça. Et, Amen. dans la mesure où on est en capacité de démontrer un tel caractère, oui, à ce moment-là, de l'influence. Mais on est capable d'incliner même les cœurs de ceux qui sont contre nous. Amen. Amen. Alors maintenant, pasteur, nous allons prendre deux questions, deux points concernant les personnes, certains chrétiens qui, eux, pensent que les chrétiens ne doivent pas s'impliquer dans la politique ou voilà, ils doivent vivre en autarcie. Mhm. Alors, il y a certains qui disent à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Alors, si la politique n'est pas quelque chose qui est à Dieu, selon ce qu'eux ils disent, Mhm. qu'est-ce que vous pouvez leur répondre, pasteur, à ceux qui pensent comme ça, que la politique, c'est les choses du monde. On n'a pas à s'intéresser là-dessus. On se concentre sur gagner des âmes, amener les âmes au ciel, faire des disciples et that's it. Je leur dirais qu'ils n'ont pas bien lu la Bible. Clairement. Je leur dirais que de la Genèse à l'Apocalypse, il ne s'agit que de politique. Amen. Oui, Ah bon? Dieu dit, Wow. euh, faisons-le à notre image, Domine. afin qu'il, Domine. la domination, c'est quoi? C'est l'autorité. Dès le commencement, Dieu nous donne la feuille de route. Dès le commencement, Dieu nous dit ce qu'il attend exactement de nous. Quelle est la sphère d'influence qui domine le monde? C'est la politique. Politique, ouais. C'est la politique qui décide du coût du t-shirt que tu portes. Mhm. C'est la politique qui décide du coût d'impôt que tu payes. C'est la politique qui domine. Donc, s'il y a un endroit où les enfants de Dieu doivent être, c'est bien cet endroit-là. Pendant des années, on a été aveuglés par des enseignements que je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est exactement ce que Dieu attend de nous. Dieu a dit, je faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. C'est la volonté de Dieu. Je ne dis pas que tout le monde doit faire la politique, mais je dis tout le monde est concerné par la politique. Tout le monde est concerné par la politique dans la mesure où c'est la politique qui décide de notre vivre ensemble. Donc, je dirais à ces personnes-là qui doivent mieux lire la Bible parce que lorsque l'on voit le positionnement de Joseph, lorsqu'on voit le positionnement d'Esther, lorsqu'on voit le positionnement de Daniel, ainsi de suite, lorsqu'on voit le positionnement, toutes ces personnes-là, on est vraiment dans dans la sphère d'influence de la politique. Donc, oui, ils devraient mieux lire leur Bible pour comprendre que Dieu est vraiment dans la politique. C'est la politique. Wow. Je retiens que la Bible de Genèse à Apocalypse parle de De politique. politique, de Genèse à Apocalypse. Wow. Wow. Maintenant, il y a des chrétiens, par exemple, qui ont ce fardeau, qui ont ce fardeau de pouvoir changer la société dans laquelle ils sont, Mhm. de pouvoir s'impliquer. Mais il y a aussi beaucoup qui, peut-être, ont ce fardeau, même s'ils ont ce fardeau-là, ils savent pas comment faire
Par où commencer? Quel conseil donneriez-vous à un chrétien qui a à cœur de s'impliquer, mais il ne sait pas comment faire? Parce que peut-être il n'a pas de modèle, peut-être qu'il n'a pas une plateforme qui peut le former, qui peut voilà, l'équiper pour qu'il aille spécifiquement dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil aujourd'hui, pasteur? Tout à l'heure, dans la question précédente, tu parlais de ce que les personnes disent oui à Dieu, ce qui est à Dieu, à César, ce qui est à César, parce que nous, les chrétiens, c'est juste chercher les âmes. Mais les âmes, on les cherche dans toutes les sphères d'influence. Je dis bien, on les cherche dans toutes les sphères d'influence. Et une personne qui a à cœur, justement, de se lancer dans le domaine de la politique, la raison, justement, aujourd'hui, les gens hésitent. Pourquoi? Premièrement, parce qu'ils ont une mauvaise image de la politique. Pendant des années, on nous a dit que la politique, c'est pour les mauvais, la politique, c'est la corruption, la politique, c'est ceci. Ce qui fait que très peu d'enfants de Dieu se sont lancés dedans. Donc, oui, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de modèle. On n'a pratiquement pas de modèle. Mais nous avons la grâce, et là, en l'occurrence, je parle des églises Impact Centre Chrétien, nous avons la grâce d'avoir l'apôtre Yves aujourd'hui qui est dans ces sphères-là et qui nous montre qu'on peut rester, on peut être dans ces sphères d'influence et rester intègre Amen. et rester quelqu'un qui est prolifique, quelqu'un qui continue toujours, malgré le fait qu'il ait ces responsabilités-là, qui continue à chercher, à faire des croisades. On le voit partout. Comment est-ce qu'il continue à faire ces croisades? Comment est-ce que les âmes donnent leur vie au Seigneur? Comment est-ce que les églises sont en train de proliférer, les églises Impact Centre Chrétien sont en train de proliférer, de grandir au Congo. Donc oui, on a déjà des modèles. Il suffit qu'une seule personne commence pour nous montrer que c'est possible. Mais si on se contente juste en train de dire, on ne voit pas de modèle, on n'y arrive pas, rien que ça déjà, la Bible nous enseigne ces choses. Ce que je suis en train de dire, que la Mhm. Bible elle-même nous incite à... Lorsque on voit l'histoire de Gédéon, qu'est-ce que Dieu a dit à Gédéon? Vaillant héros. Voyons, héros, la problématique, et je reviendrai à mon livre, la problématique, c'est l'identité, l'image que nous avons de nous-mêmes. Nous ne croyons pas en ce que Dieu a mis en nous. Nous ne croyons pas en ce que nous sommes capables. Et je veux vraiment pousser un cri d'alarme en disant, arrêtons de nous dévaloriser. Il y a beaucoup plus que ce que nous croyons en nous. Il y a Amen. beaucoup plus que ce que nous voyons en nous. Et ce beaucoup plus nécessite deux choses, la révélation de ton identité et le courage. Il a dit à Josué, ne t'effraie point. Et courage, va conquérir Canaan. Je te l'ai donné. Nous avons tous ces Canaans à conquérir. Il faut juste qu'on croit que Dieu nous envoie. Il faut juste que l'on croit que Dieu nous veut à ces endroits. Il faut juste qu'on croit que Dieu est avec nous. Et moi, je crois que Dieu m'envoie. Je crois que Dieu me veut à cet endroit et je crois que Dieu est avec moi. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu et nous ne Amen. sommes pas seuls. Amen. Merci, pasteur. Et Vraiment surtout, nous ça. ne sommes pas démunis. Nous avons le Saint-Esprit. Parce que Amen. c'est pas par nous-mêmes que nous faisons ces choses. Donc, arrêtons de tergiverser, à se donner plein d'excuses. On appelle ça vraiment se séduire par de faux raisonnements. Non, non. La création attend avec un ardent désir. La révélation, c'est-à-dire la manifestation des fils, c'est-à-dire la manifestation de ce que Dieu a mis au-dedans de Gloire à Dieu. nous. Gloire à Dieu. Et concernant justement votre engagement en politique, pasteur, c'est quoi un peu les différentes échéances que vous avez dans les jours qui viennent? Là, concrètement, je Mhm, suis en campagne de sensibilisation justement auprès de mes compatriotes gabonais pour les inciter, premièrement déjà, à mhm. s'enrôler dans cette phase d'enrôlement dans laquelle nous sommes encore et aussi à venir massivement voter aux élections législatives dont la campagne va commencer mercredi prochain, oui, dans une semaine exactement, la campagne officielle commence. Donc, je suis dans ces, je suis à fond là-dedans Mhm. et oui, de ville en ville, là, je finis avec Québec ce soir, demain, je rentre sur Paris pour continuer avec Orléans, enfin, Lille, Toulouse, enfin, toute la semaine prochaine, je vais sillonner dans les grandes villes de France pour Wow. justement continuer à porter ce message de dire, il est temps que la diaspora gabonaise puisse élire le député qui ira valablement le représenter Wow. au En sein tout de cas, l'Assemblée nationale. votre dynamique vraiment est très inspirante. Aller de ville en ville pour aller, voilà, aller à la rencontre des Gabonais, pour leur parler directement. Vraiment, on bénit Dieu pour ça. Ça donne envie de vous suivre, en fait. Mais moi, je vois cela comme une évangélisation politique, hein. Ah, Pour gloire. moi, c'est pour ça que je suis complètement à l'aise dans cet exercice parce que Mhm, dans la mesure, c'est ce que je fais en tant que pasteur, je mhm. trouve parfaitement normal d'aller auprès de mes compatriotes gabonais, aller leur parler, leur expliquer certaines choses. Pour moi, c'est une véritable évangélisation politique. Je suis en train de la même façon, lorsqu'on fait les évangélisations au Mhm. niveau de l'Église pour que d'autres personnes commencent à connaître Dieu, ben, c'est la même chose. Je vais auprès de mes compatriotes gabonais pour qu'ils commencent à comprendre à quel point c'est important de s'investir en tant que citoyen gabonais dans l'avancement de ce pays-là au travers des élections législatives.
Ah, gloire à Dieu. Mmh. Et j'ai vu que vous avez fédéré un peu toutes vos initiatives derrière le mouvement Oser. Oui. Vous avez fédéré un peu tout ça. Est-ce que c'est quoi le mouvement Oser? Alors, le mouvement Oser est issu de ce livre-là, Ah, justement. OK. Oser être soi. Comme je vous l'ai dit, on a subi énormément de choses. Le peuple gabonais sort de très, très loin. Enfin, je ne dirais pas qu'on est complètement sorti. On est dans un processus, disons cela ainsi. Amen. On est dans un processus de régénération, si je peux dire ça, de la nation gabonaise, ou plutôt de création de la nation gabonaise, parce que la nation gabonaise en tant que telle, bon, ça c'est un autre débat. Mais, et, et il fallait aller auprès de ces Gabonais et leur dire que nous devons oser penser à notre Gabon. Nous devons oser nous exprimer enfin, exprimer tout ce que nous avons étouffé pendant ces 60 années de prise en otage, hein, par les Mhm, familles. Nous devons oser nous exprimer et surtout nous devons oser nous positionner. Donc le mouvement Oser, c'était dans ce sens en disant au Gabonais, ne laissez pas l'histoire se raconter sans vous et surtout ne laissez personne décider à votre place. Et c'est pour ça que nous parlions avec les Gabonais, nous leur disions, dites-nous ce que vous pensez de ce qui est en train de se passer, dites-nous comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous vous projetez dedans et surtout dites-nous ce qu'un député de la diaspora peut faire pour vous. Donc, osez choisir pour vous. Osez choisir, ne laissez pas quelqu'un vous être imposé. C'est dans ce sens qu'on a créé le mouvement Osez tout. Pour dire aux Gabonais, il est temps de se lever et d'arrêter d'être dans son coin, de critiquer, mais plutôt d'être des solutionneurs, des personnes qui proposent des stratégies, des orientations. OK, donc vous êtes plus dans une démarche vraiment participative avec Absolument. les Gabonais de la diaspora. Ben oui, parce que c'est la première fois justement qu'on leur donne l'opportunité d'avoir un député de la diaspora. Ils savent pas. Les Gabonais de la diaspora savent voter les élections présidentielles, mais ils savent pas voter les élections législatives. Pour eux, ils n'ont jamais eu à s'adresser à quelqu'un en termes de besoin. Ils s'adressaient à une entité, l'ambassade, à la limite au consulat, mais pas à une personne. Donc il fallait faire ce travail de pédagogie et surtout tout ce travail qui devait les emmener à s'intéresser parce que la réalité, et à juste titre, c'est que on est désabusé de la politique de par les politiciens qui ont jalonné notre vie politique depuis des décennies. Les Gabonais se disent, bon, un de plus, non, il fallait vraiment casser cette image et c'est ce travail que nous sommes en train de faire en leur disant, de nouvelles figures se lèvent et ces figures n'ont rien à voir, en tout cas je me positionne ainsi, Mhm. n'ont rien à voir avec les modèles, les exemples des anciens temps. OK. Donc si je comprends bien, vous n'êtes pas attaché, affilié à un parti politique en place, à une dynamique politique en place. C'est vraiment quelque chose que Absolument OK. pas. J'ai choisi mon indépendance pour 2 raisons principales. Mhm, Premièrement, parce que je veux garder ma liberté de ton, mhm, parce que le fait d'être encarté dans un parti politique vous oblige à suivre la ligne politique, la ligne de votre parti, justement la ligne. Mais moi non, non. Moi je veux suivre la ligne des Gabonais. amen. Je veux être redevable envers Dieu et Mhm, envers les Gabonais qui vont me porter à ce siège. Donc je préfère non, moi rester indépendant. Avec toutes les contraintes que ça implique, notamment un coût financier parce que je ne suis financée par personne. C'est mhm, vraiment des soutiens, hors partie des amis, la famille qui m'accompagne. mhm. Mais au moins, ça me permet de garder ma liberté de temps et de pouvoir dénoncer, et de pouvoir, quand ça ne correspond pas aux intérêts, quand une décision ne correspond pas aux intérêts du peuple gabonais, je peux dire non. Et quand ça correspond, je peux accompagner et travailler avec. Oui. OK, pasteur. Mmh. On remarque, pasteur, dans la jeunesse africaine et spécifiquement la jeunesse gabonaise qui est à l'étranger, dans la diaspora, Mmh. un désir de retourner en Afrique Mmh. que nos pères n'avaient pas. Je me souviens, en ayant échangé avec beaucoup d'aînés ici qui sont arrivés au Canada avant nous, eux, ils avaient l'intention de s'installer. Mmh. Mais la plupart des jeunes Africains que je rencontre, et même des Gabonais, surtout des Gabonais même, Mmh. ils ont à cœur de retourner en Afrique. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre avis par rapport à ce phénomène? Mais je vais quand même porter un correctif. Nous, la diaspora gabonaise, on a toujours eu ça, hein. Ah, OK. Ah oui, oui, Waouh, oui, les OK. Gabonais, c'est quand même quelque chose qui les caractérise, hein. Ils aiment leur pays, ils veulent retourner. Au contraire, c'est maintenant que la diaspora gabonaise est en train de se construire parce que à l'époque, même quand je vis dans la diaspora depuis 30 ans, Mhm, même à l'époque de mes parents, un Gabonais, quand il finissait ses études, le lendemain, il était parti. C'est maintenant que les gens commencent un peu à quitter le Gabon pour venir s'installer ici et que les personnes qui ont fait leurs études restent de par tout ce que je viens d'expliquer, justement le contexte politique du Gabon. mhm. Mais
c'est vrai que petite nation, Mhm. 2 millions d'habitants, Ouais. mais des Gabonais qui aiment vraiment leur pays. Et ça s'explique déjà, je crois que par justement ce petit nombre peut-être, et puis Mhm. aussi par, par, le fait qu'on s'est toujours dit au Gabon, on a l'opportunité, il y a des opportunités qui se présentent, mais Mhm. en réalité, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Mais Ah, je crois que c'est plutôt ce côté patriotique qui ça se reste et peut. qui fait que on veut, bien qu'en ayant un pied ici, et c'est le cas de la plupart des personnes que je rencontre et que Mhm. moi-même, bien en vivant ici, on veuille toujours faire quelque chose pour que notre pays avance. Ok. Mais Mm. qu'est-ce qu'un député de la diaspora, parce que vous avez dit tantôt, c'est une première Mhm. pour le Gabon. Qu'est-ce qu'un député de la diaspora peut faire pour pouvoir aider les Gabonais justement dans la dynamique? Peut-être ils regardent, ils disent, ok, peut-être au pays, ça peut être difficile en ce moment, Mhm. mais qu'est-ce que le député peut faire pour ce type de personnes qui ont envie, qui ont la volonté, qui ont le cœur, mais qui sentent que les conditions ne sont pas favorables à un retour? Mhm. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux, pasteur, en tant que Justement, député? travailler à faire en sorte que ce retour soit favorable. Ok. Le député a plusieurs rôles, Mhm. mais le député de la diaspora devra aller défendre les droits, présenter les défis des Gabonais de la diaspora. Et des défis des Gabonais de la diaspora, il y en a beaucoup. Je sors là de plusieurs entretiens avec des Gabonais de la diaspora canadienne. La France, j'ai parcouru et tellement de choses me remontent. La situation administrative à régulariser, les opportunités. Aujourd'hui, les Gabonais de la diaspora n'ont pas l'opportunité de pouvoir participer, par exemple, aux différents concours de la fonction publique, aux différents concours, même différentes concours des entreprises privées. Et l'une des choses que moi je me propose justement en tant que député de la diaspora, c'est d'aller défendre cela parce que on nous reproche aujourd'hui au niveau de la diaspora de ne pas rentrer au pays. La question pour moi ne devrait pas être posée de cette manière. La question c'est quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour qu'en tant que Gabonais de la diaspora, je veuille soit rentrer, soit m'investir d'une manière ou d'une autre, même si je reste ici. Et ce sont ces mécanismes que le député de la diaspora se doit d'aller défendre, du moins sur lesquels il doit aller travailler, faire des propositions de loi pour que ces mécanismes soient établis. Par exemple, un Gabonais de la diaspora qui veut investir, ou bien qui veut même préparer son retour sereinement, hein, peut se dire, je vais finir mes études dans quelques mois, il y a tel concours qui se présente, j'aimerais pouvoir y postuler pour que si j'arrive à avoir ce concours-là, au moins je suis sûre que si je rentre, je n'aurai pas à chômer, tout de suite je commence à travailler. C'est Mhm. tout ce qu'on demande. Un Gabonais de la diaspora veut pouvoir avoir accès, parce qu'en ce moment le Gabon est en train de se construire, accès aux différents programmes Foncé. Ouais. immobiliers qui sont en train de se faire. On Mhm. parle aujourd'hui d'un Gabonais à un titre foncier. Mhm. Le Gabonais de la diaspora a droit d'avoir un quota de ces projets-là. Et c'est le député de la diaspora qui est censé aller justement discuter tout ça à l'Assemblée nationale en disant, attention, il y a des Gabonais, 60 000 Gabonais quand même, hein, au Mhm. niveau de la diaspora, 60 000 Gabonais, Ah, quand c'est même. pas rien pour une population de 2 2 millions millions, ouais. d'habitants. Et je pense que c'est une population qui compte et qu'il faut absolument intégrer ces Gabonais-là dans tous ces différents programmes. Voilà le travail, par exemple, que moi je me propose de faire, entre autres, hein, pour les Gabonais de la diaspora. Donc, on comprend qu'avec vous, député de la diaspora, un Gabonais qui vit à l'étranger pourra facilement faire une acquisition foncière, sécuriser, parce que souvent c'est le C'est ça cas, et puis l'objectif. sécuriser, préparer son retour, même aider la famille au pays de manière sécurisée. L'objectif, c'est ça, Ok. parce que la plupart du temps, et j'en connais plein qui ont, pendant des années, envoyé l'argent au pays pour acheter un terrain, pour commencer à construire au bout de 10, 15 ans, toujours rien. Pourquoi? Parce que soit il y avait un problème au niveau de la famille, on a dû Mhm. utiliser l'argent, ainsi de suite. Alors qu'aujourd'hui, on peut mettre en place des mécanismes avec les différentes sociétés, hein, les différents organismes qui construisent, qui s'occupent de l'immobilier au Gabon. On peut très bien faire en sorte qu'il y ait des mécanismes qui soient mis en place pour que ces Gabonais, de façon sereine, puissent préparer leur retour sans avoir à craindre que soit on est fini, cet argent ait été détourné, ainsi de suite. Oui, c'est possible. Voilà. Il faut Non, juste quelqu'un qui y travaille. Parce qu'en plus de ça, nous sommes dans une phase de reconstruction du pays. Donc oui, des choses peuvent être faites, beaucoup de choses et beaucoup de bonnes choses peuvent être faites. gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et concernant les étudiants, parce que nous sommes dans Trois-Rivières, une ville très, très, il y a beaucoup d'étudiants, pardon. Mhm.
Et qu'est-ce que vous comptez faire pour pouvoir justement peut-être accompagner ces Gabonais-là qui ont décidé d'aller chercher la connaissance en dehors de leur pays, au niveau de soit l'Amérique ici ou même au niveau de l'Europe? Qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour ces étudiants? Alors, récemment, il y a eu une décision du gouvernement de suspendre les bourses des étudiants, notamment des bourses des étudiants canadiens et américains et aussi de la France. Ce qui pour moi est un vrai drame. Donc, si j'étais élue demain à l'Assemblée nationale, c'est l'une des premières choses que j'irais défendre. Amen. Pourquoi? Parce que je pense que avoir des Gabonais qui sont à l'extérieur, qui vont pouvoir apprendre dans des universités performantes pour être à la pointe de la technologie, c'est créer une élite. Et toute nation qui se veut justement, qui se veut être une référence, doit avoir des élites. Je ne pense pas que là, je vis dans la diaspora, mais c'est pas pour autant que je ne m'investis pas dans mon pays. Donc, couper les bourses, parce que la raison qui a été donnée, c'était de dire ça coûte trop cher. Oui, ça coûte peut-être cher, mais je dis ça en vaut la peine. Ça vaut la peine d'investir pour que ce pays ait des élites et que ces personnes-là, justement, puissent apporter leur expertise dans un pays qui aura créé, parce que c'est une chaîne, hein, dans un Mmh. pays qui aura créé les mécanismes du retour. Donc, ces personnes-là, ça, c'est l'une des premières choses que je me propose de défendre à l'Assemblée nationale, vraiment qu'on puisse réviser cette décision-là. Mmh. Aussi, ces étudiants qui arrivent, nous sommes en train de travailler justement sur une plateforme, justement avec Oser, on a créé une plateforme Oser Jeunes qui va pouvoir référencer, parce que l'une des choses aussi qui se passe lorsque nos étudiants arrivent, c'est qu'ils ne sont pas forcément au courant de la réputation des établissements dans lesquels ils viennent. On voit des publicités à gauche, à droite, et lorsqu'ils arrivent ici, ce n'est pas du tout en rapport avec ce à quoi ils aspiraient. Donc, nous sommes en train de mettre en place une plateforme qui va pouvoir référencer les meilleurs établissements, qui va pouvoir référencer aussi, travailler avec les personnes qui ont été dans ces établissements-là, pardon, de sorte que depuis le Gabon déjà, tous les étudiants qui viennent puissent être pris en main non seulement par les différentes associations, parce qu'on parlera aussi des associations des Gabonais, on travaillera avec ces associations des Gabonais de par les villes où nous sommes allés, mais aussi pris en main par les personnes qui ont travaillé, qui ont étudié dans ces organismes-là, de sorte que ces étudiants ne soient pas perdus. Parce que lorsqu'un enfant arrive ici à 17 ans, à 18 ans, il a besoin d'être accompagné. Et le plus souvent, quand ces enfants ne sont pas accompagnés, ils Ouais. sont détournés de ce qu'ils sont venus faire. Donc, Mmh. il y a tout un travail de préparation, d'accompagnement, d'information qui est en train d'être fait. Et au-delà de ça, en plus de ça, je dis, il va falloir qu'on revoie la décision du gouvernement pour que ces enfants soient pas seulement pris en charge par les organismes qui sont créés, mais aussi qu'ils puissent faire leurs études sereinement parce qu'ils auront les moyens de le faire au travers des différents moyens financiers que nous allons négocier. En fait, vous proposez qu'on investisse dans la jeunesse et de mettre les conditions pour que cette jeunesse-là puisse, en retour, apporter ce qu'elle aurait reçu. Mais bien sûr, OK. je vous ai dit que les Gabonais aiment leur pays. Les Gabonais aiment, je répète, leur pays. Amen. Ce qui nous crée problème aujourd'hui, c'est de se dire, et ça c'est à juste titre, quelqu'un qui aura vécu ici 5 ans, 10 ans, qui aura fait ses études, vous allez lui dire rentre au Gabon. Oui, mais les hôpitaux, j'emmène mon enfant dans quel hôpital? Dans quel type d'école? Moi-même je rentre ou je vais repartir chez mes parents? C'est pas qu'ils ne veulent pas. Si on met en place les conditions optimales qui vont faire en sorte que ces personnes-là puissent dire il n'y a pas de raison que je reste ici, sachant que dans mon pays, les conditions sont les mêmes. Je peux mettre mes enfants dans de bonnes écoles. S'ils ont les problèmes médicaux, je peux les emmener dans les meilleurs hôpitaux. Il n'y a pas de raison qu'on ne rentre pas. Et même si je voulais rester ici, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas investir lorsque l'environnement économique et les conditions administratives sont propices. Bien sûr qu'on rentre. Que ce que l'on rentre ou que l'on ne rentre pas, on sera toujours des acteurs. On peut toujours être des acteurs de la croissance de ce pays-là. OK, pasteur, merci. Maintenant, pour sortir de cette interview, comment faire pour porter ce rêve avec vous, pasteur? Je suppose qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, Mhm. des personnes qui nous écoutent et se disent, OK, ce que le pasteur Peggy me présente comme rêve, comme vision pour les Gabonais de la diaspora me parle, ça me Mhm. touche. Je veux m'impliquer. Comment faire?
Rejoignez-nous, rejoignez-nous. On a un numéro de téléphone, on a des plateformes Osez Jeunes, Osez Tour. Vous appelez, vous cliquez sur nos différents liens, sur nos différents réseaux sociaux. On vous répond immédiatement. On a tellement besoin de ressources humaines. On a besoin de ressources humaines dans tout, dans le graphisme, la photographie, montage vidéo, écriture. On a besoin de ressources, mais aussi besoin d'argent. Donc, il y a aussi une cagnotte qui est ouverte dans laquelle vous pouvez déverser tout ce que vous pouvez déverser. On prend tout, on prend tout, on prend tout parce que faut dire que cette circonscription, c'est 4 continents. Donc, ce sont des voyages, ce sont des billets d'avion, des billets de train, ce sont des déplacements onéreux. Donc, oui, on prend tout. Et comme je l'ai dit, je suis indépendante. Est-ce que vous avez des bureaux ici au Canada alors déjà? On a des permanences, on a des OK. cellules, ce qu'on appelle des cellules. Dans toutes les villes où nous sommes, nous allons nous positionnons des cellules. Pourquoi? Parce que on ne pourra pas, dans la mesure où cette circonscription, comme j'ai dit, est très grande, nous avons besoin d'avoir des relais sur le terrain parce que les besoins des Gabonais d'Amérique ne sont pas les mêmes que les besoins des Gabonais d'Asie. Donc, nous mettons des cellules dans toutes ces villes où nous allons pour que ces personnes soient des relais qui remontent vers nous les différents besoins des Gabonais qui auront à nous contacter pour cela. Merci, pasteur. Donc, juste en dessous de cette vidéo, nous allons mettre toutes les informations qui concernent voilà, le mouvement Osé pour que quiconque a à cœur de s'engager, veut s'engager, veut lui-même participer à l'enfantement de ce rêve-là, Mm. puisse véritablement le faire. Donc, il y aura tous les liens dans la description de cette vidéo. Alors, pour finir, pasteur, est-ce que vous avez un mot pour conclure ce moment? Oui, vraiment, je veux encore insister. Impliquons-nous dans la société. Là, je vais parler principalement aux chrétiens. L'Église, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Ça veut dire que c'est pas dans l'Église que l'on brille, c'est à l'extérieur. Les dons, les grâces que Dieu nous a données, c'est pour être des sources de bénédiction à l'extérieur de l'Église. L'Église est un centre de formation, un centre d'équipement. Mais le terrain d'entraînement, c'est le monde. Donc j'incite chacun d'entre nous à prendre ses responsabilités et à se dire, Seigneur, je vais jouer ma partition dans ma génération, je vais faire la différence dans ma génération et je vais impacter le monde dans ma génération, pas pour la gloire d'un homme, mais pour que Dieu soit connu, révélé et que le monde sache que nous prions un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est vivant. Merci, pasteur. Merci pour votre temps. Merci de Merci m'avoir d'avoir invité. accepté de participer à cette interview. Je sais que vous êtes très sollicité. Et Merci d'avoir pris le temps pour nous. En tout cas, on bénit Dieu et puis vous nous avez donné envie voilà, de courir avec vous pour accomplir ce rêve-là. Et vraiment, merci. En nous tout cas, croyons que Dieu le fera. je tiens vraiment encore à remercier ICC Trois-Rivières qui m'a reçu d'une manière magnifique. Vraiment, je suis reconnaissante à Dieu pour votre accueil et je dis juste que continuez le travail magnifique, formidable que vous êtes en train de faire. Amen. Continuez. Alors, merci d'avoir suivi cette émission. Merci d'avoir suivi cet entretien. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain entretien dans Godcast, le podcast qui diffuse ce que Dieu fait. Peace.